Bonjour à tous, bienvenue dans Slow Longevity, le podcast qui décrypte le bien-être moderne avec exigence et authenticité. Sommes-nous devenus dépendants au cortisol? Tel est le titre de ce nouvel épisode. Alors commençons simplement. Le cortisol, c'est quoi? C'est une hormone produite par les glandes surrénales, donc les petites glandes qui sont au-dessus de vos reins, et qui joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme, un mot savant pour décrire l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans le corps, notamment pour transformer les aliments en énergie, pour faire très court, et maintenir les fonctions vitales, type respirer, digérer justement, maintenir une température optimale, qui nous maintient en bonne santé. Bref, ce qui permet à ton corps de fonctionner et de produire de l'énergie. Le cortisol, il va aussi servir à gérer l'inflammation au niveau de l'organisme, la réponse au stress et le cycle veille-sommeil. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet sur YouTube. Chaque matin, le cortisol augmente naturellement. Ça aussi, c'est l'objet d'une vidéo cette fois sur Instagram. Sans ce pic matinal, nous aurions du mal à nous lever. Il y a certaines études, notamment du Harvard Health, Understanding the Stress Response, donc comprendre les réponses du stress, qui mettent en lumière ce mécanisme. Je vous mettrai le lien dans la description. Le problème, c'est donc pas le cortisol. Le problème, c'est l'élévation chronique de ce cortisol, qui aujourd'hui est appelé finalement dans le grand public l'hormone du stress. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît le stress chronique comme facteur aggravant majeur des maladies cardiovasculaires. Donc on ne parle pas d'un pic ponctuel, on parle d'une activation qui ne redescend jamais complètement. Encore une fois, sur mon compte Instagram, je vous montre au travers d'une vidéo ce que peut générer, par exemple, l'absorption de café dès le réveil et encore pire, à jeun. Je vous invite à la regarder et à en apprendre davantage sur le moment opportun où boire son café. Je ne dis pas de plus boire de café. Certaines personnes ont littéralement besoin d'un café pour pouvoir se remettre les idées en place, juste éventuellement ajuster le moment où on va prendre son café pour éviter une décharge finalement de stress au réveil, une décharge inutile. Revenons-en à nos moutons. Le problème aujourd'hui n'est pas le cortisol en lui-même, mais plutôt l'activation permanente de cette hormone. Aujourd'hui, nous recevons des notifications en continu. Travaillons sur écran, nous sommes exposés à des informations anxiogènes en permanence, même quand on essaye de s'en détacher. Et nous valorisons la productivité à outrance. Environ 75% des adultes déclarent ressentir des symptômes physiques liés au stress chaque mois. Donc le problème, ce n'est pas le stress aigu, le problème, c'est le stress de fond. Ce léger état de tension, cette vigilance constante, ce cerveau qui ne se met jamais vraiment en pause. Et nous avons normalisé cette hyper-réactivité. On ne devient pas addict à proprement parler au cortisol, comme à une substance, mais on peut devenir conditionné à son activation. Certaines personnes, par exemple, ressentent de l'anxiété dans le silence, de l'inconfort pendant les vacances, ou encore une culpabilité quand elles ne produisent rien. Pourtant, pourquoi ? Parce que le système nerveux s'habitue à fonctionner en mode alerte, et ça de manière perpétuelle. Une étude publiée dans Frontier in Psychology montre que le stress chronique modifie la perception des menaces et maintient un état d'hypervigilance, comme si le système nerveux ne savait plus identifier ce qui était réellement une menace d'une simple alerte lambda que l'on va finalement côtoyer au quotidien. Autrement dit, quand l'activation devient la norme, le calme devient inhabituel. Nous vivons dans une culture qui glorifie la fatigue, qui valorise le multitâche, qui assimile le repos à de la paresse. Dire « je suis débordé » est presque devenu un signe de valeur. Ou dire « je suis fatigué » un signe d'engagement perpétuel envers son quotidien ou son emploi ou les tâches qu'on a à accomplir. Moi, la première, je me suis rendu compte il y a quelques années que dire perpétuellement « je suis fatigué » était devenu comme une sorte d'automatisme. Il y avait certains jours où j'étais moins fatiguée que d'autres
Et pourtant, j'en arrivais toujours à la même conclusion, à dire à haute et intelligible voix « je suis fatiguée ». Le problème, c'est que le corps entend cette phrase presque comme un ordre. C'est ce qu'on appelle la somatisation, rendre physique ce qu'on peut concevoir comme étant la vérité dans son esprit. Et pour la petite anecdote, et c'est pour ça que je l'ai précisé, dès mon premier épisode, je viens du sud de la France et je travaille aujourd'hui près de Marseille. Pourtant, en tant que journaliste, j'ai fait mes armes, un peu comme nous tous, à Paris. Et le grand reproche qui était fait de la part de Paris sur les gens de province, c'était justement le manque de travail, la paresse. Et à dire vrai, je me suis longtemps battue contre cette idée que je considérais fausse. Pour moi, à Marseille, les gens travaillaient autant qu'à Paris. Peut-être différemment, mais autant. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je me rends compte que c'est faux. Mais que c'est pour ça qu'on vit beaucoup mieux dans le sud de la France. À Marseille, quand on dit de quelqu'un qu'il est fatigué, en général, ça n'a rien de glorieux. Bien au contraire. Et je pense aujourd'hui qu'il est important de rappeler que dans la culture méditerranéenne, le repos a toujours eu sa place. Un peu plus au sud, en Italie, on appelle ça le dolce far niente, la douceur de ne rien faire. Comme quelque chose qui est important et qui doit faire partie intégrante de nos emplois du temps. Non pas mensuel, non pas annuel, mais à minima hebdomadaire, voire journalier. Le repos, aujourd'hui, doit se justifier. Or, biologiquement, le système nerveux a besoin d'alternance entre activation et récupération. Aujourd'hui, dans le monde du salariat, par exemple, il est induit par la société occidentale que nous avons droit uniquement à 5 semaines de repos par an. Sur 52 semaines, ça fait quand même pas beaucoup. Pourtant, sans récupération, l'inflammation de bas grade augmente. L'inflammation de bas grade, c'est justement le terme un peu scientifique pour expliquer l'inflammation sous-jacente et permanente. On a supprimé les espaces de décharge, le silence, la marche sans stimulation, la conversation sans écran. Et pire, ce qui terrifie la plupart des jeunes actifs aujourd'hui, l'ennui. On a remplacé le vide par la stimulation. Saviez-vous qu'un système nerveux activé va naturellement demander au cerveau d'envoyer une grande quantité de sang au niveau de vos jambes, au cas où vous auriez à partir en courant. Ça n'a rien de sorcier, ni de spirituel. C'est un fait scientifique. Un système nerveux en alerte, hyperactivé par le stress, va générer un cœur qui bat très vite, une respiration rapide, une tension musculaire, des tremblements, une forte transpiration, voire même des maux de tête ou des troubles digestifs. Aujourd'hui, il est presque impossible de trouver une personne seule dans une salle d'attente, sous un abribus, dans le train ou dans un café, qui ne soit pas devant un écran. Comme si la solitude était devenue inconcevable et tellement inconfortable qu'on avait besoin perpétuellement de s'accrocher à ce monde virtuel. Mais alors maintenant que l'on comprend que c'est finalement l'écrasante frénésie sociétale qui nous mène à ce rapport beaucoup trop étroit avec l'hormone du stress, qui est le cortisol, comment peut-on changer ça ? Pas par des révolutions, pas par des transformations radicales, mais plutôt quelques leviers simples par jour qui vont permettre au système nerveux de prendre un petit peu des vacances. Par exemple, 5 minutes sans écran entre 2 tâches, ou même 5 minutes sans écran dans une journée devrait être faisable. Une lumière naturelle le matin, mais non pas se ruer sur Instagram ou autres réseaux sociaux dès le réveil.
Un petit déjeuner protéiné pour stabiliser la glycémie. Un café pris un peu plus tard, comme énoncé au tout début de ce podcast. Marcher sans écouteurs et dîner sans multitâche, sans regarder un écran, sans faire autre chose, sans être à moitié assis sur sa chaise en pensant à ce que vous deviez faire après et ce que vous avez fait avant, mais plutôt partager un vrai moment. Saviez-vous qu'en France, on est l'un des derniers pays d'Europe à encore avoir des horaires définis pour les repas. On a une tranche horaire pour le petit déjeuner qui, je sais pas, va osciller peut-être entre 6h et 9h du matin. Le repas du midi va se faire entre midi et 14h. Et le repas du soir, très probablement, entre 19h30 et 21h, pour la plupart des gens. Ce qu'il faut comprendre ici, enfin dans votre temps libre sans écran, et si vous avez le temps et l'envie, je vous invite à lire l'ouvrage de Henri Laborie, Éloge de la fuite. Un petit peu complexe à lire, mais très intéressant, sur la manière dont l'homme avec un grand H va mettre en place tous les subterfuges possibles pour fuir justement cette partie de vide, de silence, de repos auquel il a droit, mais que la société, aujourd'hui, lui fait croire qu'il ne mérite plus. Mais alors les questions que je me pose et que je vous pose, c'est quand avons-nous commencé à glorifier la fatigue ? Principalement, je pense, avec la révolution industrielle, qui a fait que nous avons valorisé la productivité et le rendement. Et à ce stade, un petit rappel s'impose. La culture entrepreneuriale moderne aussi ne nous a pas vraiment aidés, même si je suis la première à prôner la création et l'entrepreneuriat. Mais la performance constante, le hustle culture, est devenu omniprésent, notamment au niveau des jeunes générations. Et enfin, bien entendu, comme un pavé dans la mare, les réseaux sociaux. La mise en avant de la réussite visible, qu'avant on ne pouvait retrouver qu'à la télé, aujourd'hui, elle est à portée de clic et partout. Être toujours occupé à réussir. La fatigue est devenue un symbole d'importance et de réussite. Être épuisé, c'est être utile quelque part. Mais être utile à qui ? La seconde question que je me pose, c'est pourquoi le repos culpabilise-t-il ? Parce que beaucoup ont intégré l'idée que la valeur personnelle était étroitement liée à la productivité, à ce qu'on était capable d'accomplir. Comme si on oubliait l'être dans le faire. Se reposer, c'est perdre son temps. Et le temps, c'est précieux. J'irais même jusqu'à dire, le temps, c'est de l'argent. Enfin, ne rien faire est aujourd'hui symbole de paresse. Or, biologiquement, le repos est une fonction vitale de régulation du système nerveux, des hormones comme celle du cortisol et de la récupération cellulaire. Comme si le simple fait de dormir, et il y a bon nombre de personnes qui ne dorment pas, moi la première, avec mon petit bébé de 13 mois, qui empêche bon nombre de mes nuits récupératrices, la culpabilité vient d'une norme sociale, pas d'un besoin physiologique. Le corps ne culpabilise jamais d'avoir pas assez travaillé, c'est l'esprit qui le malmène. Enfin, le calme est devenu inconfortable car il est simplement moins familier. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, il existe des retraites pour se ressourcer dans le silence. Loin de moi l'idée de critiquer les gens qui souhaitent apporter un peu d'apaisement. Mais est-ce qu'il faut vraiment aujourd'hui payer pour se retrouver dans le silence et dans le calme ? Est-ce qu'on doit monétiser le repos de l'esprit et la récupération du système nerveux ? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le cortisol n'est pas l'ennemi, il est le messager. La vraie question n'est pas comment supprimer le stress, mais comment recréer de la régulation dans une époque qui valorise l'activation permanente. Et peut-être que la longévité, c'est là qu'elle commence. Dans Slow Longevity, on ne cherche pas à aller plus vite, on cherche à comprendre mieux. Vous écoutiez Laura pour Slow Longevity. Si cet épisode vous a aidé à voir plus clair, vous pouvez le partager ou laisser une note. Sur ce, je vous dis à très vite.